Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux d'être ici. Merci pour l'invitation. Je me sens en terrain familier. Je travaille moi-même dans un centre de réadaptation et je travaille souvent avec Claire. Donc, je suis comme à la maison ici. La seule différence, c'est que vous avez un petit accent. Je ne sais pas si vous avez remarqué quand vous parlez. Sérieusement, je peux parler vite, trop vite, si vous ne me comprenez pas, ou s'il y a des expressions que j'utilise. Déjà, on m'a dit, j'avais des mots que j'avais placés dans ma présentation. On m'a dit que ces mots-là n'existaient pas. Comme le mot dispendieux. On m'a dit que ça n'existait pas. Je les ai remplacés, mais je suis sûr que dans la présentation, il y a certains mots québécois qui vont vous échapper. Donc, n'hésitez pas, si vous ne comprenez pas, ça va me faire plaisir de vous expliquer. Donc, voilà, la réalité virtuelle pour la réadaptation physique, bénéfices, limites et perspectives. Comme mentionné, je viens de l'Université du Québec à Montréal. Je suis professeur titulaire en sciences de l'activité physique, qui correspond à peu près au STAPS ici. Je suis aussi chercheur régulier au Centre de réadaptation Marie-Enfant, qui est affilié au CHU Sainte-Justine. Le Centre de réadaptation Marie-Enfant, c'est un centre de réadaptation pédiatrique, un peu comme ici, pour les nouveau-nés, les enfants, les adolescents avec une déficience motrice ou du langage. Je m'intéresse, j'ai deux thématiques principales présentement. Je m'intéresse à la danse et la réadaptation. C'est une thématique que j'ai avec Claire. Et l'autre thématique, c'est la réalité virtuelle et la réadaptation. Donc, je m'intéresse à la fois à évaluer les technologies de réalité virtuelle et aussi à développer les nouvelles technologies. Ce qui est commun aux deux thématiques, je dirais que c'est le plaisir. Étant donné que je travaille avec des enfants, pour moi, c'est un élément qui est essentiel. Il faut que ça soit ludique, il faut que ça soit plaisant, amusant pour les enfants. Et la danse, tout comme la réalité virtuelle et les jeux, on va parler beaucoup de jeux aujourd'hui, pour moi, c'est une composante essentielle en réadaptation. Donc, voici le plan de la présentation en quelques questions. On va commencer par des trucs un peu ennuyants. Il faut définir ce que c'est la réalité virtuelle. Je vais parler de réalité virtuelle immersive et non immersive. Donc, on va commencer par définir ce que c'est. Ensuite, on va parler de gamification. Désolé pour l'anglicisme. De la réadaptation. Vous allez voir que ce n'est pas que du bon. Il y a du moins bon aussi. Donc, on va parler des bénéfices et des limites des jeux commerciaux et des jeux sérieux pour la réadaptation. On va ensuite parler de la réalité virtuelle dans un contexte d'apprentissage. Les principes d'apprentissage, c'est important de les mettre en pratique dans un contexte de réadaptation. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'ils favorisent ou pas l'apprentissage moteur? Donc, on va discuter de ça ensemble. Les deux dernières, je vous le dis tout de suite, on n'aura pas le temps de se rendre jusque-là, mais si c'est des thématiques qui vous intéressent, peut-être qu'on pourra les aborder dans la période des questions à la fin. Donc, une question que je me pose depuis longtemps, c'est qu'est-ce que ça amène l'immersion? De porter un casque, comme vous voyez sur la table, qu'est-ce que ça apporte de plus en réadaptation? Est-ce qu'il y a vraiment une valeur ajoutée à l'immersion? Et l'autre question, c'est est-ce qu'on peut apprendre ou améliorer la marche avec les jeux vidéo, avec la réalité virtuelle? Lorsqu'on joue à un jeu vidéo, on est devant un écran. Si on se déplace vers la droite de 2 mètres, ça ne fonctionne plus. L'écran est là-bas, on ne voit plus ce qui se passe. Même chose, marcher avec un casque de réalité virtuelle comme celui-ci, ce n'est pas une très bonne idée. Est-ce qu'on peut quand même utiliser ces technologies pour améliorer la marche? C'est une question qu'on se pose à Montréal. On va tenter d'y répondre dans le cadre d'un projet qui s'en vient. Donc, si ces thématiques-là vous intéressent, on pourra en discuter à la fin. Donc, d'abord, qu'est-ce que la réalité virtuelle immersive ou non immersive? C'est pas simple, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est vraiment pas simple de définir la réalité virtuelle. Il y a beaucoup de définitions qui circulent. Pour certains, la réalité virtuelle, c'est nécessairement avec un casque comme celui-ci, en 3D sur 360, mais c'est plus large que ça. La réalité virtuelle, c'est simplement un environnement virtuel. Qui est, si on prend la définition qui est là, qui est expérimenté via des stimuli sensoriels, principalement la vision et le toucher, pas le toucher mais le son, mais le toucher aussi peut être incorporé. Ça vient d'un ordinateur, c'est généré par un ordinateur, puis les actions d'une personne ont une influence sur l'environnement qu'on voit. Vous voyez le titre de l'article d'où provient la définition, c'est un appel à unifier les définitions sur la réalité virtuelle. Donc, il y a vraiment un besoin qu'on s'entende pour définir la réalité virtuelle.
Une définition en français, activité sensorimotrice et cognitive dans un monde créé numériquement qui peut être imaginaire, symbolique ou une simulation de certains aspects du monde réel. Donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que l'environnement virtuel, il peut représenter un environnement réel ou totalement imaginaire, totalement symbolique. Donc, on peut aller dans les deux directions. Je ne sais pas si vous avez connu ces appareils-là, le ViewMaster en haut, je trahis mon âge. C'est un appareil que j'avais quand j'avais 10 ans. C'est peut-être les premiers pas de la réalité virtuelle. Donc, on pouvait voir des environnements 3D avec l'appareil qui est là. C'était pas généré par ordinateur, puis même si on se déplaçait la tête, ça ne suivait pas nos mouvements. Donc, ce n'était pas encore de la réalité virtuelle. Ensuite, le Sensorama dans les années 60. Là, on ajoutait au-delà de la vision, puis du son, il y avait de l'odorat, il y avait du vent, il y avait des vibrations. Donc, c'est une expérience sensorielle. On se rapprochait encore une fois de la réalité virtuelle, mais ce n'était pas relié au mouvement du corps. Puis le dernier en bas, c'est le premier casque de réalité virtuelle. On peut penser que ces casques-là, c'est tout nouveau, mais en fait, dans les années 60, il y avait déjà un prototype qui s'appelait l'épée de Damoclès. Il était tellement lourd qu'on devait l'accrocher au plafond. Donc, c'était possiblement pas très, très confortable. Mais là, on se rapprochait vraiment de la réalité virtuelle telle qu'on la connaît maintenant. On va parler de deux types de réalité virtuelle, immersive ou non immersive. Immersive, c'est celle qui est créée, générée avec un casque, comme vous voyez là. Donc, c'est vraiment sur 360 degrés en 3D. Et le mouvement de la tête permet de générer des mouvements dans l'espace. Et on a la réalité virtuelle non immersive. Il y a des jeux vidéo qui sont conçus pour la réadaptation que vous connaissez peut-être, que vous utilisez peut-être, où là, on a simplement un écran 2D devant nous. Et il y a aussi des jeux commerciaux, comme la Wii. Vous vous rappelez de la Wii. Maintenant, ça a été remplacé par la Switch. C'est aussi un type de réalité virtuelle parce que les mouvements du corps permettent d'avoir un impact sur l'environnement qui est visionné devant nous. Dernière distinction, avant de passer à la première question, il y a les jeux commerciaux. Donc, les jeux commerciaux, le but principal, c'est de divertir. Donc, qu'on peut trouver sur le marché, comme la Wii, la Switch, la Kinect, dans le temps, c'est vraiment pour divertir. Est-ce qu'il y a une utilité à ces jeux-là? On va en discuter un petit peu tantôt. Et là, il y a les jeux sérieux. Les jeux sérieux, ça ajoute une fonction utilitaire à un jeu. Donc, ça pourrait être un jeu qui sensibilise à l'environnement. Donc, on a un jeu vidéo, mais qui a une utilité. Puis, il y a les jeux sérieux pour la santé. Donc, ça, c'est les jeux qu'on peut utiliser dans un contexte de réadaptation qui ont pour but d'améliorer la santé des gens. Vous voyez, il y a des journaux qui sont dédiés aux jeux sérieux pour la santé. Et on peut aussi définir ça en fonction des mécanismes d'opération. Donc, il y a les jeux passifs, les jeux qu'on joue avec une manette dans les mains, assis sur un divan. Et il y a les jeux actifs, comme la Wii, où là, on se déplace dans notre salon. Et il y a les jeux immersifs versus immersifs, comme je viens de décrire. Donc, en bref, pour voir si vous avez bien suivi, la présentation aujourd'hui, ça va être sur la réalité virtuelle qui implique des jeux vidéo actifs, commerciaux ou sérieux pour la santé, de type immersif ou non immersif. Voilà pour les définitions. Donc, la gamification de la réadaptation, est-ce que c'est une bonne idée? La façon que je vais procéder, c'est que je vais vous montrer des diapos avec un crochet qui valide un peu l'utilisation des jeux vidéo, ou avec un X, où là, c'est une limite. Il y a des enjeux dont il faut tenir compte lorsqu'on utilise les jeux vidéo. Donc, on va commencer avec la possibilité d'utiliser les jeux vidéo actifs comme une opportunité d'être plus actif. Dès que la Wii est sortie, vous avez vu tantôt que je passais rapidement, mais j'ai commencé mes premiers travaux en 2012, il y a 10 ans. Et dès que la Wii est sortie, j'ai vu un potentiel, comme plusieurs d'ailleurs. On était quand même un des premiers groupes à travailler sur l'utilisation de la Wii dans un contexte de réadaptation. Et la première étude qu'on a faite, c'est de voir si ça peut améliorer la condition physique ou si c'est un outil qui peut être utilisé pour faire de l'activité physique. Donc, on a publié un premier papier en 2013 sur le sujet. On avait 20 enfants de 7 à 12 ans. 10 enfants avec un développement typique et 10 avec une paralysie cérébrale de forme spastique.
On a plusieurs mesures, mais on va s'attarder aujourd'hui sur la fréquence cardiaque. Donc, la fréquence cardiaque pour regarder l'intensité de l'exercice. On a évalué 60 jeux. Les critères de sélection, c'est que ça devait être ludique, simple, et créer une dépense énergétique ou une sollicitation posturale importante. Pour le deuxième volet, je vais y revenir, c'est une autre étude. On a finalement choisi 4 jeux. Les enfants devaient jouer 10 minutes à chaque jeu avec une période de repos de 5 minutes entre chaque jeu. Voici les jeux sélectionnés, la planche à neige, le ski, la course à pied où on doit courir sur place, et le vélo qui est assez similaire, mais on doit aussi en même temps contrôler son vélo. Donc, l'idée d'une double tâche ici. Donc, voici un exemple de fréquence cardiaque. On peut voir déjà que pour le jogging, pour la course à pied, il y a déjà une augmentation de la fréquence cardiaque qui est observée. Ce qu'il faut pour être actif, c'est d'avoir une intensité d'exercice qui correspond à une intensité modérée ou intense. Donc, sans rentrer dans les détails, ce qu'on a mesuré, c'est la fréquence cardiaque de réserve. Et puis, pour avoir une intensité modérée, il faut avoir une intensité qui est au-delà de 40% de la fréquence cardiaque de réserve. Ici, ce qu'on vous présente sur le graphique pour les différents jeux, les 4 jeux, c'est le temps passé à une intensité modérée ou intense. Donc, on voit pour le jogging, pour les deux groupes, en noir, les enfants avec paralysie cérébrale et en blanc, les enfants sans paralysie cérébrale, qui a environ 65% du temps qui était passé à une bonne intensité. Une intensité qui est recherchée pour demeurer actif. Donc, le jogging, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Le vélo, un peu moins, mais quand même, on avait environ 30% du temps qui était passé à une intensité qui était modérée ou intense. Et les deux autres, ski et snowboard, c'était plus des mesures qui étaient des jeux qui étaient contrôlés. Vous pouvez aussi remarquer qu'il n'y a pas de différence entre les jeunes avec CP et les jeunes sans CP, paralysie cérébrale, et les jeunes avec paralysie cérébrale. Je ne sais pas à quoi vous vous entendiez. Si un jeune joue à un jeu vidéo, comparé à un jeune sans paralysie cérébrale, est-ce que vous pensez qu'il va être moins actif ou qu'il va générer moins d'intensité ou plus d'intensité? Personnellement, nous, on pensait qu'en raison de leur limitation au niveau du mouvement, donc ils ont des mouvements de moins grande amplitude, c'est plus difficile de lever le pied pour avoir des mouvements qui sont rapides. On pensait peut-être que l'intensité serait moindre, mais ce n'était pas le cas. Possiblement parce qu'ils sont déconditionnés, ils font moins d'activité physique, donc aussitôt qu'ils en font un petit peu, l'intensité de l'exercice monte assez rapidement. Donc, pour nous, c'était un résultat qui était quand même assez intéressant. Est-ce que c'est suffisant pour demeurer actif puis rencontrer les recommandations pour rester actif? Si on prend les recommandations de l'organisme qui est reconnu au niveau de l'activité physique, on nous dit qu'il faut faire 60 minutes d'activité physique à une intensité modérée à intense. Ça veut dire qu'avec les pourcentages que je vous ai présentés tantôt, il faudrait faire 95 minutes de jogging par jour et 210 minutes de vélo par jour pour être à 60 minutes d'intensité modérée. Ça ne fait pas trop de sens. Donc, il faut que les jeux vidéo soient considérés comme un complément. Ça ne remplacera pas l'activité physique, mais si on ajoute les jeux vidéo actifs, ça peut être un outil intéressant. Ce qu'il faut peut-être favoriser aussi, c'est un transfert. Donc, il y a des jeux vidéo qui sont passifs. On a vu tantôt qu'il y a des jeux qui sont passifs. On est assis sur le divan et on ne bouge pas. Si on peut se lever debout, bouger un peu plus, s'il y a un transfert des jeux passifs vers des jeux actifs, ça peut déjà devenir très intéressant. Ceci dit, il y a un organisme reconnu au Canada qui nous dit « n'utilisez pas les jeux vidéo actifs ». Donc, il y a eu un consensus, il y a eu un groupe de chercheurs qui se sont réunis, pas parce que ça ne permet pas d'atteindre une certaine intensité, c'est parce que la qualité est moindre. Entre courir dans un parc et courir dans son salon sur place, c'est pas la même chose. Donc, il y avait un souci ici, une crainte que les jeunes remplacent l'activité physique réelle, entre guillemets, par une activité, par les jeux vidéo. Ceci dit, il faut tenir compte. Voici la diapo en question. Ce qu'il faut tenir compte, c'est que ces recommandations-là, c'est pour des jeunes sans handicap. Les jeunes avec handicap, ça peut être parfois difficile d'aller sur le court de basketball ou d'avoir accès à des infrastructures qui sont adaptées à leurs conditions.
Donc, le jeu vidéo peut être vraiment intéressant pour les jeunes en situation de handicap. Donc, cette recommandation-là est davantage pour les jeunes sans handicap qui ont la possibilité d'aller jouer au basket, d'aller jouer au tennis, d'aller courir, alors que certains jeunes en situation de handicap ont moins accès à ces infrastructures-là. Donc là, ça devient intéressant d'utiliser les jeux vidéo pour, en complément pour demeurer actif. Puis on sait que l'importance que l'activité physique a pour la santé, non seulement la santé physique, la santé mentale, la santé cognitive et pour le développement moteur. Donc, l'autre partie de cette étude-là qu'on avait faite avec la WI, c'était de regarder le contrôle postural dynamique. Donc, on a publié une étude en 2014 à ce sujet. On s'intéressait au transfert de poids. Le transfert de poids, donc la capacité de se déplacer d'une jambe à l'autre, de gauche vers la droite, c'est une fonction qui est quand même assez importante, qui est assez corrélée avec la marche. Et la marche, on va s'entendre que c'est une fonction qui est très, très importante. Mais c'est peu évalué. Peu évalué chez les personnes avec une paralysie cérébrale. Il y a très, très peu d'études à ce sujet-là. Et c'est difficile à travailler. Donc, de demander à un jeune de se déplacer de droite vers la gauche pendant 20 minutes, c'est pas génial. On peut lui lancer un ballon, on peut être créatif, mais c'est important quand même d'avoir une tâche qui est écologique. Donc, d'être capable de réagir à un stimulus qui vient vers nous, de l'éviter peut-être, un peu comme quand on se promène sur le trottoir. Donc, l'idée ici, c'est de voir est-ce qu'on peut utiliser les jeux vidéoactifs pour mesurer le transfert de poids et éventuellement le travailler. Donc, vous voyez qu'il y a un X, donc il va y avoir un bémol par rapport à tout ça. Les mêmes enfants, 20 enfants de 7 à 12 ans avec et sans paralysie cérébrale. On avait plusieurs mesures. Je vais surtout m'intéresser à la cinématique, donc je vais y revenir sur ce modèle cinématique qui était très, très simple. Donc, on va vraiment garder ça simple. C'est un modèle cinématique à 2 segments. Donc, un bon transfert de poids, c'est un transfert de poids où le segment, le bas du corps et le haut du corps sont alignés. C'est ce qu'on appelle une posture qui est en phase. Si le transfert de poids, si les 2 segments ne sont pas alignés, c'est possiblement qu'il y a compensation et ce n'est pas ce qu'on recherche au niveau d'un bon transfert de poids. Donc, on a regardé si les enfants avec paralysie cérébrale et sans paralysie cérébrale avaient un mouvement, un transfert de poids qui était aligné ou pas. Donc, on a regardé le déplacement du bassin, du haut du corps, il n'y avait pas de changement entre les 2 groupes, ça allait bien. On a regardé l'amplitude maximale du centre de pression. Donc, le centre de pression, c'est les forces qui sont appliquées sur une plateforme de force. Donc, lorsqu'on se tient debout sur une plateforme de force, on applique des forces qui résultent à un déplacement de centre de pression qui est illustré avec la ligne bleue en haut à droite. Donc, on a regardé l'amplitude maximale du déplacement du centre de pression. Ce que ça dit, c'est que les jeunes avec paralysie cérébrale se déplacent moins. Donc, quand ils font les transferts de poids, il y a moins de déplacement du centre de pression. La même chose pour la longueur totale du tracé. La même chose pour la vitesse du centre de pression. On a regardé les mêmes valeurs autrement, puis on a vu les mêmes données. Ce qui était vraiment intéressant pour nous, c'est cet aspect-là. Donc, ce qu'on a démontré, c'est que les jeunes avec paralysie cérébrale, lorsqu'ils faisaient une tâche, je n'ai pas présenté la tâche, mais la tâche c'était de faire du ski. Donc, on devait se déplacer de droite vers la gauche pour éviter les obstacles. Donc, le jeune se déplaçait moins, tel que démontré avec le déplacement du centre de pression. Les segments du corps, par contre, ne se déplaçaient pas moins. Donc, ce qui se passait, c'est qu'il y avait une posture qui était sous-optimale. Les jeunes compensaient, donc, déplaçaient le bassin d'un côté, alors que le haut du corps se déplaçait dans la direction opposée, ce qui n'est pas souhaitable. C'était causé principalement par un manque de force. Donc, en raison de leur manque de force, il y avait une compensation. Puis on essayait d'utiliser le haut du corps pour déplacer le bassin le plus loin possible vers la droite. Au niveau de la performance, ça allait. Ils pouvaient faire du slalom, donc il n'y avait pas de souci à ce niveau-là. Par contre, le mouvement n'était pas adéquat. Et c'est là que la supervision d'un kiné, la supervision d'un clinicien est important. Si on laisse le jeune jouer tout seul à la maison à des jeux vidéo en se disant il pratique ses transferts de poids, ça va, on est bien. Non, on n'est pas bien parce que les transferts de poids se font de façon inadéquate. C'est une des limites aussi des jeux commerciaux. Donc, c'est ce que je viens de dire, les jeux vidéo peuvent être utilisés pour solliciter les transferts de poids. Ce qui est intéressant, c'est que c'est écologique.
Donc, on doit réagir avec ce qui se passe, par rapport à ce qui se passe dans l'environnement. Sauf que, bon, il y a une coordination spatiale qui est affectée en raison d'une faiblesse au niveau des membres inférieurs. Donc, c'est important de bien superviser. À partir de là, on s'est dit, bon, le transfert de poids, c'est une tâche qui est très, très importante. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a développé notre propre jeu. Donc, c'est le jeu qu'on a développé. Il fallait faire les transferts de poids, mais des transferts de poids qui faisaient en sorte que le jeune ne compense pas, comme on a vu dans l'étude avec le ski. Donc, ce qu'on a développé comme jeu, c'est on avait un vase, puis on devait attraper des gouttes d'eau qui tombaient du ciel. Donc, on devait se déplacer comme ça, de droite vers la gauche, pour aller chercher les gouttes d'eau. Si l'enfant voulait compenser, ce qui se passait, c'est que le vase allait se vider. Donc, il fallait garder le vase le plus droit possible, et pour garder le vase le plus droit possible, mais il fallait faire des bons transferts de poids en gardant les deux segments le plus alignés possible. Donc, ça ressemblait à ça. Ce qu'on a fait, le jeu de ski que je vous ai présenté que je viens de vous présenter, c'était sur une plateforme de force qu'on appelait le WeBoard. Mais il faut voir ce qui se passe au niveau du corps. Donc, c'est pas suffisant de juste regarder ce qui se passe au niveau des pieds. Il faut s'assurer que le corps est bien aligné. Donc, on a ajouté une Kinect. Kinect plus le WeBoard pour nous permettre de bien mesurer ce qui se passait. Donc, juste d'avoir une Wii, c'est pas suffisant. C'est important de combiner la Wii et les mouvements du corps pour s'assurer que les mouvements se font de façon optimale. Dans ce cas-ci, dans le cadre de cette étude, on voulait s'assurer que le Kinect est en fait une caméra qui détecte les mouvements du corps. On voulait s'assurer que ça mesure de façon adéquate et précise les mouvements. On a comparé ça avec un système Gold Standard pour s'assurer que c'était des bonnes mesures. Puis la corrélation que vous voyez là, ça montre que le Kinect, ça nous permet de mesurer de façon efficace et précise les mouvements du corps. Donc, ce jeu-là permet de travailler les transferts de poids de façon beaucoup plus efficace que le jeu de Wii. Donc, si on fait un résumé de tout ça, vous avez à gauche les jeux actifs commerciaux comme la Wii, qui sont amusants, mais qu'on peut parfois considérer comme cliniquement douteux. Donc, on a vu, ça peut créer des transferts de poids qui sont inadéquats. Les jeux actifs sérieux qui sont spécifiquement conçus pour la réadaptation, généralement, sont un petit peu plus ennuyants. Puis c'est vraiment pas pour m'en prendre aux compagnies qui développent des jeux pour la réadaptation. Je suis admiratif de ces compagnies-là et je veux que ces compagnies-là continuent à développer des jeux vidéo, mais ils n'auront jamais les moyens de Nintendo ou de Microsoft pour développer des jeux avec un attrait visuel similaire aux jeux conçus pour la réadaptation. Et j'ai inclus mon jeu. Mon jeu était ennuyant. Il n'y a personne qui voudrait jouer au jeu qu'on a développé pendant 2 heures de temps. Ce serait horrible. Donc, on est pris. On a soit des jeux qui sont très amusants, mais parfois pas tout à fait adéquats, ou des jeux qui sont parfaitement adéquats d'un point de vue clinique, mais parfois un peu ennuyants. J'ai des solutions à vous proposer, donc on va y revenir. Une autre question que je veux soulever, c'est peut-être que vous vous demandez est-ce que c'est adapté pour les enfants? Donc la question principale, ça traitait de ça. Souvent les jeux conçus pour la réadaptation, c'est souvent conçu pour les personnes adultes ou même les personnes âgées. Donc des jeux conçus pour travailler l'équilibre, par exemple, chez la personne âgée. Donc ça explique aussi le fait que visuellement, c'est peut-être moins intéressant pour les enfants. Pour ce qui est des casques de réalité virtuelle, si vous regardez les recommandations d'Oculus, ça c'est le casque Oculus de Facebook, c'était racheté par Facebook, ou celui de PlayStation, donc vous en avez d'autres ici. Généralement, on recommande que l'enfant soit âgé de plus de 12 ans. Pour jouer au jeu, on demande souvent une supervision parentale, de surveiller les symptômes, ça peut être associé à des nausées. Est-ce qu'on peut quand même l'utiliser pour les enfants plus jeunes? J'ai une collègue qui est renommée dans le domaine, qui fait des études depuis très, très, très longtemps et qui a utilisé souvent les casques de réalité virtuelle avec des enfants plus jeunes. Donc, il n'y aura rien de catastrophique qui va arriver, même si les recommandations sont de 12 ans et plus, il n'y aura rien de catastrophique à utiliser un casque de réalité virtuelle pendant 10 minutes.
ça va. Il y a peut-être des soucis si on les utilise, s'il y a une utilisation prolongée par rapport au développement visuel. Donc, encore là, on ne sait pas trop, mais c'est possible d'utiliser quand même les jeux vidéo pour les enfants plus jeunes, avec prudence, évidemment. Puis pour les ados, il n'y a pas trop de soucis. Je vous présente une autre étude qu'on a faite pour évaluer les risques d'utiliser ce type de casque pour le contrôle postural, pour les risques de chute, en fait. Est-ce qu'on peut tomber avec ça? Je ne sais pas si vous avez déjà essayé un casque. Ça ne semble pas très sécuritaire la première fois qu'on le met. Il y a la crainte de rentrer dans un mur, il y a la crainte on perd un petit peu nos repères. Enfin, on s'est posé la question, puis on a fait une étude pour vérifier si l'équilibre était affecté avec ce type de casque-là. Ce que vous voyez ici, c'est notre laboratoire de marche au Centre de réadaptation Marie-Enfant. Ici, c'est l'environnement virtuel qui a été recréé, qui est identique. Donc, en fait, c'est qu'on a simplement une compagnie, Félix et Paul. Petite parenthèse, j'aime ça le dire. Félix et Paul, c'est une compagnie qui a fait l'environnement virtuel. C'est une compagnie ensuite, j'aime à penser que c'est grâce à moi. Par la suite, ils ont travaillé avec Barack Obama, avec LeBron James, avec Michael Jordan, avec James Cameron qui a fait les films Avatar. Donc, ils sont partis parce qu'ils ont fait cet environnement-là. Je suis sûr que c'est parti de leurs travaux. Donc, sérieusement, ils ont fait un bon travail parce qu'ils ont pu recréer fidèlement le laboratoire de marche. Puis l'idée, c'est de comparer les deux. Donc, il n'y a pas d'effet confondant. C'est exactement la même chose qu'on voit. C'est identique. Soit avec le masque, ou le casque plutôt, ou soit sans le casque. Je suis rendu avec le masque maintenant, des formations COVID. On avait aussi un environnement virtuel, une image de synthèse qu'on n'a finalement pas utilisé parce qu'on trouvait que c'était préférable d'utiliser les vraies images, dans le vrai environnement. Donc, on a fait le Berg Balance Scale, le BBS, que vous connaissez peut-être, qui est une mesure moins peut-être, parce que c'est beaucoup utilisé aussi chez la personne âgée pour détecter les risques de chute. Donc, il y a plusieurs items. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré l'ensemble des items avec et sans le casque. Donc, vous voyez ici, PE, c'est un environnement physique réel, et VE, c'est un environnement virtuel. Puis là, on a regardé s'il y avait une différence entre les deux. Si vous regardez le premier en haut, c'est les yeux fermés, il n'y a pas de différence. On peut s'y attendre. On ne voit pas l'environnement, donc on n'est pas sensible à ce qui se passe dans l'environnement. Ce qui est quand même intéressant parce que ça nous dit que juste le fait de porter un casque, ça n'a pas trop d'impact. Donc ça, c'est bien. Donc ensuite, il y avait tandem, donc les pieds en avant de l'autre, de regarder derrière. Vous voyez déjà qu'il y a beaucoup d'étoiles qui apparaissent pour les différentes mesures. Donc on avait des mesures de déplacement du centre de pression. Donc on mesurait de façon quantitative le déplacement du centre de pression. Puis on voit que sur plusieurs mesures, l'environnement virtuel est plus problématique que l'environnement physique. Donc ça, c'était les autres tâches. Prendre un objet au sol. Étant donné qu'on ne voit pas ses mains, on a dû juste toucher par terre et se relever. Se tenir sur une jambe, passer de la position assise à debout et d'aller le plus loin possible vers l'avant. Encore une fois, on a dû modifier la tâche parce qu'on ne voit pas nos mains pour ne pas perturber les participants. Donc on croisait les bras. On allait le plus loin possible vers l'avant. Donc, encore une fois, à l'exception peut-être d'une jambe, l'équilibre sur une jambe, l'environnement virtuel était beaucoup plus problématique que l'environnement physique. Une jambe, on pense qu'il y avait trop de variabilité. Donc, on se promène dans tous les sens, donc peut-être que ça a camouflé les effets qu'on aurait pu observer. Donc, pour répondre à la question, est-ce qu'un casque de réalité virtuelle, ça peut affecter l'équilibre? Oui, ça peut affecter l'équilibre. Il y a possiblement des conflits sensoriaux qui jouent, qui expliquent ce manque d'équilibre. La relation entre la vision puis l'appareil vestibulaire est pas tout à fait la même, ce qui fait en sorte qu'on a l'impression que l'équilibre est moins intéressant. On avait fait l'exercice juste pour le plaisir, mais on avait des jeunes d'environ 25-30 ans, et les scores qu'ils obtenaient sur cette échelle-là, c'est comme s'il y avait 75 ans. Donc, ils se retrouvaient à avoir l'équilibre d'une personne de 75 ans à porter un casque de réalité virtuelle.
faut faire attention. Je pense qu'il y a vraiment de l'intérêt à utiliser les casques de réalité virtuelle. Je vais vous démontrer un jeu qu'on a développé tantôt. Mais il y a un risque des clés. Il ne faut pas se tenir trop loin de la personne qui utilise un casque si jamais on utilise cet outil-là. L'obsolescence de la technologie. Je vous ai présenté des études sur la Wii qui n'existe plus. Je vous ai présenté des études avec la Kinect qui n'existent plus. Donc peut-être que vous pensez utiliser des jeux vidéo, des technologies. Puis là, vous avez le souci de vous dire, peut-être que dans 5 ans, ça n'existera plus. Et effectivement, la technologie va très vite. Je suis là pour vous rassurer peut-être, parce que on voit qu'il y a une revalorisation des technologies. Donc, si on prend la Wii ici, le PlayStation Move, ça a été réutilisé avec un nouveau jeu qui s'appelle le Switch, qui est présentement disponible. Donc, ce qu'on a développé avec la Wii, ce qu'on a évalué avec la Wii, c'est toujours valable parce qu'il y a un nouveau système. Et cette technologie-là de capture du mouvement, ça a été réutilisé dans les casques. Vous voyez ici les manettes, il y a des capteurs, il y a des gyroscopes qui nous permettent de détecter le mouvement dans l'espace. Donc, tout ça est réutilisé. Le premier système de réalité virtuelle que je me suis acheté quand je suis devenu chercheur, c'est le IREX. Je ne sais pas si vous avez ça ici. C'est un écran vert derrière nous. On se met devant l'écran vert et on peut se voir sur un écran. Dans ce cas-ci, on joue au foot, on arrête des ballons. Je ne l'ai jamais utilisé, c'était horrible comme jeu. Entre autres parce que c'est des mouvements miroirs. Donc, le mouvement de la main droite, on voit la main gauche, mais ça correspond au mouvement de la main droite. Donc, tout est inversé, ce n'est pas naturel. Et pour les enfants, ce n'est pas génial. Ceci dit, le système de capture du mouvement de IREX a été acheté par Microsoft. Donc, c'est retrouvé dans la Kinect, les caméras Kinect que vous retrouviez dans les Xbox ou que vous avez peut-être acheté dans le temps. Et la technologie, les brevets de la Kinect se retrouvent maintenant dans votre iPhone. Donc, vous avez dans votre iPhone la technologie. En fait, l'iPhone, les nouveaux iPhones sont encore plus puissants que les Kinect qu'on retrouvait dans les Xbox. D'ailleurs, notre nouveau jeu, le jeu qu'on va développer, on va utiliser un iPhone. Donc, plutôt que d'avoir une caméra Kinect, on va avoir un iPhone qu'on va mettre devant nous. Ça va être tout aussi efficace que les caméras Kinect. Donc, c'est pas perdu. Il y a de l'espoir, même si la Kinect n'existe pratiquement plus, si la Wii n'existe pratiquement plus. Tout ça est revalorisé avec des nouveaux systèmes. On a ce système-là au centre d'adaptation Marie-Enfant. Personnellement, je ne suis pas un très grand fan de technologies qui sont très coûteuses, très peu accessibles. Ce que je trouve dommage, dans notre cas du moins, c'est qu'il y a seulement les enfants de la région de Montréal, je viens de Montréal, qui peuvent utiliser ces systèmes-là. Donc, je préfère des systèmes qui sont beaucoup plus accessibles, peuvent être possiblement utilisés à la maison. Ça ne peut pas être utilisé à la maison, dans aucun cas. Ça paraît bien, peut-être pour certaines recherches fondamentales, ça peut être intéressant, mais en termes d'accessibilité, je pense qu'on peut faire mieux avec des systèmes qui sont plus abordables. Donc, si je résume rapidement, vous avez à gauche la réalité virtuelle qui est non immersive. D'abord, commercial. Ce qu'on a vu, c'est que c'est ludique. Donc, commercial, vous pouvez penser à la Wii, la Kinect. C'est amusant, c'est attrayant, c'est ludique. C'est facilement accessible. On peut acheter ça facilement. C'est normalisant. Donc, le jeune qui est en situation de handicap peut jouer au même jeu que son frère, que son voisin. Et il y a un aspect normalisant à ça que je trouve vraiment intéressant. Par contre, il y a des mouvements compensatoires pour certains jeux, du moins, qui sont présents. Manque de sensibilité des contrôleurs. Si on veut faire des mouvements très fins, ces contrôleurs-là ne sont pas suffisamment précis. Et la progression de la difficulté est inadéquate. Donc, on parle de motivation un petit peu tantôt. Si l'enfant joue au jeu et est en échec constant, c'est problématique. Et les jeux commerciaux ne sont pas nécessairement conçus pour des jeunes en situation de handicap. Donc, les jeunes risquent de se retrouver en situation d'échec et c'est évidemment pas souhaitable. Pour les jeux conçus spécifiquement pour la réadaptation, mouvement cliniquement adéquat,
mieux adapté aux capacités de chaque joueur. Mais comme on l'a vu tantôt, au niveau de l'attrait visuel, c'est un peu douteux. Puis, il y a l'idée de pérennisation et d'accessibilité. Pérennisation, ça change tout le temps. J'ai quand même présenté qu'il y avait possibilité de revaloriser les systèmes. Puis l'accessibilité, il y a des systèmes qui sont très dispendieux, des systèmes spécifiquement conçus pour la réadaptation. Pour ce qui est de la réalité virtuelle immersive, il y a un sentiment de présence qui est plus élevé. Donc le sentiment de présence, c'est on joue au jeu et on a vraiment l'impression d'y être. Et ça peut être vraiment intéressant pour l'adhérence du joueur, pour son implication dans le jeu. La réalité virtuelle permet ça. On parle parfois de embodiment. Donc, on a vraiment l'impression de personnifier, d'incarner l'avatar qu'on voit à l'écran. L'avatar devient nous et ça crée un engagement qui est intéressant. Potentiel de transfert des apprentissages. On a vu tantôt qu'il y avait possibilité de reproduire fidèlement un environnement. Donc, si on veut transférer, c'est difficile de... Par exemple, si vous travaillez la marche, ça peut très bien se passer ici. Mais de marcher dans un environnement qui est bruyant, avec beaucoup de monde qui se promène, ça peut être problématique. Mais cet environnement-là, bruyant, c'est possible de le ramener dans un contexte de réalité virtuelle. Donc ça, c'est intéressant. Et une meilleure adhérence, comme je l'ai mentionné tantôt. Peut-être moins adapté pour les enfants, du moins avec les applications qu'on a présentement. Risque d'isolation sociale. Donc pour ceux qui ont essayé les casques, aussitôt qu'on met le casque, on est tout seul. Il n'y a plus personne autour. Donc, il y a cet enjeu-là de s'isoler. Enjeu de sécurité, risque de chute. Maintenant, avec la COVID, il y a les enjeux sanitaires. Comment bien désinfecter un casque comme ça? C'est pas simple. On a le visage très près de l'écran. Nausée, vertige, maux de tête. Je ne sais pas si vous avez vécu ça quand vous avez essayé les jeux. C'est de moins en moins fréquent, puis il y a moyen d'éviter ça. Donc, les nausées sont vraiment conçues lorsqu'il y a des mouvements, qu'on est en mouvement. Donc, notre corps, notre appareil vestibulaire nous dit qu'on ne bouge pas, mais notre vision nous dit qu'on bouge. Donc là, il y a un conflit sensoriel, ça ne fonctionne pas, puis ça crée des nausées. Mais il y a possibilité de modifier les jeux, de s'assurer que dans la conception des jeux, les nausées soient limitées. Et le coût est élevé, mais de moins en moins. Donc, un appareil comme ça, je ne sais pas ici en France, mais pour nous, c'est 300-400 $, ce qui n'est pas... c'est un certain montant, mais ça reste quand même assez accessible, du moins pour les centres de réadaptation. Donc, il y a plusieurs problématiques qu'on a soulevées. D'abord, le manque d'attrait des jeux conçus pour la réadaptation. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc, je vous ai présenté le jeu qu'on a développé qui est vraiment ennuyant. Puis souvent, les jeux de réadaptation sont un peu ennuyants. En fait, ce qu'on a fait, notre stratégie, c'est de faire des collaborations avec des éditeurs de jeux, des jeux qui sont déjà disponibles, puis de voir comment on peut les adapter. Donc, je vais vous présenter tantôt le jeu Astro Surfer, c'est ce qu'on a fait. On a pris un jeu, plutôt que de concevoir le jeu nous autres mêmes, puis que ce soit un jeu qui, au final, ne soit pas très intéressant ou attrayant, on a pris un jeu déjà existant, puis on l'a modifié pour qu'il soit adapté pour les jeunes en situation de handicap. Pratique d'activité insuffisante, puis qualité de l'activité physique amoindrie. Donc, c'est ce que je vous ai présenté tantôt. Les jeunes font moins d'activité physique. Le problème, c'est qu'il y a des recommandations qui nous disent qu'on a besoin de sortir à l'extérieur, de faire de la vraie activité physique, vraie entre guillemets. Ce qu'on va faire comme projet, c'est qu'on va combiner les deux. Donc, on va avoir un jeu où le jeune devrait être actif, puis en même temps, il va porter des capteurs. Ça pourrait être un cardiofréquencemètre, une montre. Ça peut être un appareil qui calcule le nombre de pas. Il va se promener dans sa journée. S'il fait 1000 pas, 2000 pas, il revient dans le jeu. Et le jeu considère le nombre de pas qu'il a fait, le félicite pour le nombre de pas, puis il va gagner des points, des récompenses. Donc, on va combiner activité physique réelle et par les jeux vidéo. Donc, c'est un jeu qui est en développement présentement. Jeux commerciaux non inclusifs. On a aussi un projet avec la compagnie Eidos, entre autres, pour que il y a des jeux qu'on appelle AAA. Donc, les jeux AAA, c'est des jeux où les compagnies dépensent des millions et des millions pour ces jeux-là. Donc, on veut sensibiliser les compagnies de jeux vidéo pour que déjà, dès la conception du jeu, il y ait cette idée d'inclusion. Donc, de penser aux jeunes en situation de handicap, de ce qui pourrait limiter l'utilisation de leurs jeux, puis dans la conception des jeux, que ce soit tenu en compte. Donc, on va développer des recommandations en collaboration avec des compagnies de jeux vidéo.
et les jeux qui sont peu accessibles pour les gens en situation de handicap plus sévère. Donc le jeu Astrosurfer que je vais vous présenter tantôt, on peut jouer debout, mais on peut jouer aussi dans un fauteuil roulant. Donc les deux vont être possibles. Donc c'est de penser à des gens qui ont un handicap un peu plus sévère. Donc, est-ce que déjà, est-ce que j'ai bien lu? La deuxième question, je vais passer très très rapidement, on va essayer de finir la présentation, si vous voulez bien, peut-être vers 10, pour qu'on puisse peut-être discuter si vous avez des questions à la fin. Donc, je vais peut-être passer rapidement là-dessus. Je m'intéresse depuis toujours à l'apprentissage moteur. Pour moi, c'est un élément très très important. Je l'enseigne depuis bientôt 25 ans à peu près. Puis, je m'intéresse aux jeux vidéo, donc j'ai combiné un petit peu ces deux passions-là. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est est-ce que les jeux vidéo sont adéquats. Si on revient à la définition de l'apprentissage moteur, ce que c'est l'apprentissage moteur, ce que ça doit être, c'est un changement qui est relativement permanent. Donc, lorsqu'on s'améliore, il faut que ça perdure dans le temps. Si on s'améliore une journée, puis on revient le lendemain, puis on revient à son niveau de base, c'est qu'on n'a pas appris. Donc, il y a cette notion de relativement permanent qui est importante. Il y a l'idée de pratique, de répétition, donc c'est important de répéter souvent les mouvements. Et il y a l'idée d'être en mesure de faire un mouvement sans effort. Donc, il y a l'idée d'automatisation. Si on a bien appris un mouvement, on est capable de le faire avec moins d'efforts, ce qui est une bonne chose, parce que si on portait attention à chacun des éléments de mouvement qu'on fait à tous les jours, on serait vraiment fatigué à la fin de la journée. Donc, c'est important d'être capable de faire des mouvements de façon relativement automatisée. Donc, la question, c'est est-ce que les jeux vidéo permettent de répéter un mouvement, de générer des changements durables et d'exécuter un mouvement appris sans effort. Donc, on va voir 4 principes, 3 principes en fait. Le premier, répétition, motivation. Est-ce que les jeux vidéo permettent de répéter sans être répétitif? Le deuxième, les conditions de la pratique. Donc, j'ai mis un petit titre pour chacun des éléments. La beauté de la pratique moche. C'est un mot que vous utilisez ici, moche? Et feedback, donc la rétroaction qu'on donne aux jeunes, les dommages insidieux du feedback. Donc, c'est pas toujours bon du feedback, puis on va voir ça très, très rapidement. Pour ce qui est de la répétition, c'est important de répéter un mouvement. Je dirais pour le facteur principal le facteur le plus important pour apprendre un mouvement, c'est de le répéter, tout simplement. Qu'il y ait le plus de répétitions possible. Je ne sais pas comment ça fonctionne ici, mais généralement, on ne répète pas, on ne fait pas répéter suffisamment les mouvements. Nous, au Québec, le jeune vient 1 fois, 2 fois semaine, donc ils sont plus en externe dans le cas de notre centre de réadaptation, pour une séance d'1 heure, de 2 heures, ce qui est insuffisant pour vraiment créer les changements de la neuroplasticité au niveau du cerveau. Il y a une étude que je trouve intéressante qui a démontré que pour une séance de réadaptation au niveau des membres supérieurs, on demandait les mouvements des membres supérieurs. Donc, pour une séance de 36 minutes, plus ou moins 14 minutes, il y avait 32 mouvements en moyenne qui étaient effectués. Donc, 32 mouvements, c'est pas beaucoup, parce qu'on parle de créer des changements qui sont durables et permanents. C'est vraiment pas beaucoup. Ça, c'est relié au fait que de répéter un mouvement, mais ça peut être un peu ennuyant. Si on répète toujours le même mouvement de la même façon, ça peut mener à une baisse de motivation. Puis là, il y a d'ailleurs une étude qui montre qu'il y a une faible observance des traitements à la maison, vous en doutiez ou vous saviez sans doute, en raison d'un manque de motivation. La bonne nouvelle, c'est que les jeux vidéo sont associés à un niveau de motivation élevé, particulièrement chez les jeunes. Donc, une étude qui a démontré, entre autres, que la durée, le nombre et la fréquence des périodes de pratique en réalité virtuelle sont plus élevés qu'un programme de réadaptation conventionnel. Donc, on ne peut pas faire que du jeu vidéo dans un programme de réadaptation, mais je pense que ça peut être un complément intéressant, particulièrement à la maison. Si les jeunes jouent déjà à des jeux vidéo, on risque d'avoir une meilleure observance. Répéter sans être répétitif. Je ne sais pas si vous êtes familier avec les conditions de pratique ou la façon de répartir les essais de pratique. Si on répète toujours le même mouvement de la même façon, si j'ai un verre d'eau devant moi qui est à 30 degrés, à 30 cm de moi, je vais le chercher, je le ramène vers moi, je vais le chercher, je le ramène vers moi, je vais le chercher, je le ramène vers moi. Ça parle bien, faites pas ça. Mais ça ne mènera pas à un apprentissage qui est très, très intéressant par rapport à
Si je m'intéresse à la manipulation d'objets, mais le verre d'eau peut être à droite, à gauche, à différentes distances. Je peux le manipuler, je peux verser de l'eau dedans, je peux le vider. Donc là, ça devient vraiment plus intéressant. Donc cette étude-là, ça allait un peu dans ce sens-là. Si on fait, donc vous avez la pratique variable qui est le carré ici, et la pratique constante qui est le rond vide ici. Donc si on fait toujours le même mouvement de la même façon, puis on regarde l'erreur, c'est sûr qu'on va faire moins d'erreurs si on fait le mouvement toujours de la même façon, avec de la pratique constante. Par contre, si on regarde au niveau du transfert, donc si on regarde l'exemple du verre d'eau, donc je vais toujours chercher le verre d'eau au même endroit, puis là tout à coup je le mets à gauche, je le mets un peu plus loin. Au niveau du transfert, ça va être vraiment préférable si on a pratiqué de façon variable, donc en variant les essais d'une fois à l'autre. Donc c'est important de répéter, d'avoir beaucoup de répétitions, mais sans être répétitif, sans toujours répéter le même mouvement de la même façon. Ça va vraiment mener à des changements qui sont un peu durables. Donc, juste rapidement, on parle souvent de l'exemple de la glace et de l'eau. Si on met de l'eau dans un congélateur, on la congèle, ça devient de la glace. Si on sort la glace puis on la met à température pièce, ça va revenir à l'état liquide. Si on fait la même chose, le même type d'expérience avec un œuf, on le fait cuire, on enlève la source de chaleur, l'œuf ne reviendra pas à son état initial. Il l'essaierait à la maison si vous n'êtes pas sûr. Donc, l'apprentissage, c'est vu comme ça. Il y a un changement d'état qui est vraiment durable, qui est irréversible, et c'est ça qu'on doit chercher. Et pour avoir un changement d'état qui est irréversible, il faut utiliser de la pratique variable, il faut générer des erreurs. Donc, j'aime cette citation-là qui dit qu'une bonne séance de pratique ne consiste pas à répéter une solution à un problème, mais à résoudre ce problème de façon répétée. Si je vous demande 12 fois 17, là, vous allez calculer, j'avais calculé avant la présentation, je pense que c'est 204, donc c'est 204. Donc, si je vous dis 12 fois 17, là, vous allez essayer de résoudre ce problème-là, donc vous allez dire 204. Si je répète 12 fois 17, 12 fois 17, 12 fois 17, vous allez simplement répéter 204, 204, 204 de façon machinale. C'est la même chose pour la réadaptation physique. Donc, il faut vraiment que la personne résolve des problèmes d'un essai à l'autre pour pouvoir maximiser l'apprentissage. Donc, il faut varier les tâches, créer des variantes de tâches et générer des erreurs. L'environnement, la réalité virtuelle en général permet ça. Donc, on a une très, très grande flexibilité. Quand vous jouez à des jeux vidéo, vous passez d'un environnement à l'autre. Quand vous tirez sur des méchants dans un jeu vidéo, les méchants ne sont jamais aux mêmes endroits, dans le même angle, donc ça change d'un moment à l'autre. On est dans de la pratique variable, on n'est pas dans la répétition un peu bête. Donc la réalité virtuelle permet cette flexibilité-là. L'autre élément que je trouve très, très intéressant, puis ça c'est un modèle que j'aime beaucoup, qui s'appelle le modèle du Challenge Point. Ce modèle-là nous dit qu'il faut faire des erreurs. Puis, c'est basé sur un paradoxe. Donc, très rapidement, vous avez ici l'apprentissage moteur, théorique. Vous avez la performance, et on contraste les deux. Ce que ça montre ici, c'est que si la performance est très, très élevée, elle est très, très bonne, si votre mouvement, vous le réussissez 100% du temps, en termes d'apprentissage, ça va correspondre à très, très peu d'apprentissage. Si on augmente la complexité de la tâche, dans ce texte-là, c'est la complexité de la tâche, bon, on va générer des erreurs pour arriver au point maximal d'apprentissage. Donc, on peut penser, en fait, c'est confortable de faire des mouvements qu'on maîtrise bien. Ça peut être même une leçon de vie que vous pouvez ramener à la maison ce soir. On n'a pas tendance à se mettre dans des situations où on va être en échec. On veut bien paraître, donc on se met dans des situations où on est confortable, mais ce genre de situation-là ne nous permet pas de progresser. Il faut vraiment progresser. Il faut diminuer la performance, générer des erreurs pour, au final, avoir le maximum d'apprentissage puis de progresser le plus possible. Donc, c'est pour ça que je parle de pratique moche. Si vous avez une séance de réadaptation où tout se passe bien, que le mouvement est parfait, tout est impeccable, vous pouvez poser des questions.
Donc peut-être que le mouvement, la tâche devrait être un petit peu plus difficile pour que le jeune progresse un peu plus. Il y a évidemment la notion de motivation là-dedans, donc il ne faut pas que le jeune soit constamment en échec. Puis de toute façon, ici on le voit dans ce graphique-là, si la tâche est beaucoup trop difficile, il n'y aura pas non plus d'apprentissage. Donc il faut trouver le juste milieu. Donc il faut détériorer la performance, il faut rendre la tâche juste assez difficile pour que le jeune progresse le plus possible. Donc, comment on fait ça? On le fait avec de la pratique variable. Donc le mouvement n'est jamais le même d'une fois à l'autre. On a des variantes d'une fois à l'autre. Donc plutôt que de répéter le jeu, si on prend le tennis par exemple, avec la Wii. Donc la balle n'arrive jamais au même endroit. Parfois c'est des mouvements à droite, parfois c'est des mouvements à gauche. Donc intrinsèquement, les jeux vidéo nous utilisent une pratique qui est variable. Aléatoire, c'est de travailler différents mouvements d'une fois à l'autre. Ce qui est aussi une bonne chose. Donc, c'est bien d'avoir une pratique qui est globale. Vous pouvez travailler sur la marche, l'équilibre, contrôle des membres supérieurs en alternance. Donc, de ne pas se dire, ben, pour la prochaine heure, je ne travaille que les membres supérieurs. Ce que les modèles nous disent, c'est que c'est bon de varier, de passer d'une tâche à l'autre, ça va maximiser l'apprentissage. Et les jeux vidéo peuvent le permettre ou pas, dépendamment de comment vous utilisez les jeux vidéo. Puis pour ce qui est de la calibration de la difficulté, là, il y a un souci. Donc, on a vu au niveau du modèle du challenge point que c'est important de détériorer juste assez la difficulté. On n'a pas de contrôle là-dessus. Avec les jeux commerciaux, on est pris avec ce qu'on a. Donc, soit que le jeu est trop difficile, que le jeune est en échec constant, et il n'y aura pas d'opportunité d'apprentissage, ou soit la tâche est trop facile, et là non plus, il n'y aura pas une optimisation de l'apprentissage. Le feedback. Feedback très très important. Donc si la répétition est importante, le feedback est aussi très très important. On ne peut pas apprendre sans feedback. Ça peut être du feedback qui est extrinsèque, ça peut être du feedback qui est intrinsèque. Ce qu'on sait sur le feedback, ça vient beaucoup de la performance sportive. Donc, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur la performance sportive, mais on peut transposer ça à l'utilisation des jeux vidéo. Donc, vous voyez qu'il y a toutes sortes de feedback qui peuvent être utilisés. Personnellement, moi, ce bébé-là me fait vraiment peur. Je ne sais pas pour vous. On peut penser dans ce cas-ci que c'est du feedback qui est intrinsèque, ou il y a d'autres types de feedback qui sont plus extrinsèques. Ça, c'est des classiques, mais je ne me tente jamais de montrer ces classiques-là. Je suis toujours aussi impressionné par ce type de résultat-là. Dans ce cas-ci, on comparait deux types de fréquences de feedback. Dans un cas, on donnait un feedback après chaque essai. À 100% des essais, on donnait du feedback. Dans l'autre cas, on donnait du feedback à 50% des essais. Donc, un essai sur deux, on donnait du feedback à la personne. Et là, c'est une tâche où on déplaçait un levier en suivant une certaine forme. On regardait la variabilité, les quantités d'un essai à l'autre. Donc, ça, c'est la pratique. On voit qu'on peut ici attendre que la performance s'améliore d'un essai à l'autre. La deuxième journée, ça continue à aller dans. Ça va bien quand même. Puis, il n'y a pas trop de différence entre les deux types de fréquences de feedback. Ce qui devient vraiment intéressant, selon moi, c'est lorsqu'on fait une période de rétention, donc on arrête tout. 10 minutes plus tard, on refait la tâche pour regarder où se situe la personne. Donc, déjà, on voit qu'il y a une petite tendance qui émerge. Donc, à 100%, la variabilité du mouvement est un petit peu plus élevée qu'à 50%. Ce qui est vraiment impressionnant, selon moi, c'est ce qui se passe ici. Donc, 2 jours plus tard, lorsqu'on reteste la tâche, les gens qui ont eu 100% du feedback, regardez la performance. Elle correspond pratiquement au jour 1, au premier bloc d'essai. C'est comme si les gens n'avaient pas pratiqué, pratiquement pas. La performance revient pratiquement à son état initial. Donc, de donner un feedback à tous les essais, ça peut être très problématique. Une autre étude qui va dans le même sens, dans ce cas-ci, on donnait un feedback immédiatement après la tâche. Dans un autre cas, on attendait un petit peu. Donc, plutôt que de donner le feedback immédiatement, on attendait quelques secondes. Donc, dans ce cas-ci, ça va dans le sens opposé. Plus ça monte, mieux c'est, meilleure est la performance. Donc, on voit feedback instantané, qui est le point noir, puis feedback après délai, qui est le point blanc. Donc, ça monte. La deuxième journée, ça commence déjà à se distinguer. Puis là, regardez ce qui se passe après les périodes de rétention de 10 minutes, de 2 jours. Et ce qui est spectaculaire, je suis un peu geek quand je dis ça, mais je m'émerveille
à regarder ce résultat-là. 4 mois plus tard, le simple fait d'attendre quelques instants avant de donner un feedback, il y avait encore un effet 4 mois plus tard. Donc, le délai, en fait, ce qui se passe au niveau du délai, c'est ce qu'on veut, c'est que le jeune puisse traiter son propre feedback, analyser par lui-même ce qui se passe. On parlait tantôt de l'importance du traitement de l'information. Si on donne du feedback à tous les essais ou immédiatement après que le jeune ait fini sa tâche, mais il n'y aura pas d'analyse, il n'y aura pas de traitement de l'information, ça va être difficile pour cette personne-là de progresser. Donc, c'est important de l'amener à utiliser son propre feedback. Si on travaille sur la longueur des pas, si on travaille, si on veut s'assurer que le jeune attaque bien avec son talon puis déroule bien son pied, ici, en centre de réadaptation, vous êtes avec le jeune, ça va, vous lui donnez des feedbacks, mais vous ne serez pas toujours à côté, à le suivre partout où il va. Donc, il faut qu'il puisse saisir, puis réfléchir, puis analyser par lui-même comment il marche, qu'il puisse détecter par lui-même s'il y a quelque chose qui va moins bien. Donc, ça, c'était pour les 2 graphiques que je vous ai montrés, c'est des classiques pour les populations avec un développement typique. Mais pour les jeunes avec la paralysie cérébrale, c'est le même principe. Cette étude-là que je trouve vraiment intéressante pour les gens avec la paralysie cérébrale, ce que ça dit, c'est qu'il faut pas seulement donner du feedback sur le résultat final, mais sur le comment le mouvement est effectué. On ne peut pas donner du feedback à tous les essais. Ce qui est intéressant, c'est de laisser le jeune lui-même choisir sa fréquence de feedback. Quand il y en a besoin de feedback, il le demande, on lui en donne, plutôt que lui en fournir alors qu'il n'y en aura peut-être pas besoin. Puis chaque jeune est différent, surtout lorsqu'on parle de paralysie cérébrale. Donc, c'est important d'individualiser notre intervention, d'individualiser la fréquence du feedback. Un jeune qui commence et qui a beaucoup de difficultés, on peut lui donner un peu plus de feedback. S'il y a plus de facilité, on peut réduire la fréquence du feedback. Donc, c'est important d'individualiser pour chaque jeune. Je vais passer très rapidement. Je ne sais pas si vous connaissez les travaux de Dweck. Est-ce que vous connaissez Dweck? Elle est géniale, cette madame-là. Ses travaux, je suis impressionné par ce qu'elle a réussi à démontrer. En général, vous savez que le feedback positif est préférable au feedback négatif. On a peut-être tendance parfois à s'attarder sur les erreurs, mais c'est important de souligner les bons coups. Donc, c'est important d'avoir plus de feedback positif que négatif. Ce que je veux soulever ici, par contre, c'est le type de feedback que vous donnez. Dweck, ce qu'elle a démontré, elle a fait une série d'études qui ont été répliquées plusieurs fois par la suite, c'est que si on dit à un enfant qu'il est intelligent, qu'il est bon, qu'il est talentueux, ça peut être dommageable. Donc, ça peut être... Ça semble trivial quand même de dire qu'il n'y a rien de sérieux à dire à un jeune, t'es bon, t'es vraiment talentueux. Mais ce que Dweck a démontré, c'est que ça peut être problématique sur le long terme. Donc, elle a comparé un type de feedback où on dit aux jeunes, t'es talentueux, t'es intelligent, et versus un feedback où on valorisait l'effort. T'as bien travaillé, t'as fait des beaux efforts. Et ce qu'elle démontre ici, c'est que lorsqu'on a un feedback sur l'effort, qu'on fait 2 tests consécutifs, donc après le premier test où on a valorisé l'effort, on en fait un deuxième qui est similaire mais qui est différent, puis on voit que la performance augmente lorsqu'on valorise l'effort, alors que si on valorise l'intelligence, on a l'effet inverse. Et l'effet est énorme. Donc, simplement de dire à un jeune, tu as bien travaillé, j'apprécie tes efforts, tu as fait une belle job, ça va avoir un impact très positif par rapport à avoir un feedback de type tu es bon, ou tu es talentueux, ou tu es intelligent. Donc, ça, c'est évidemment à éviter. Puis d'ailleurs, ils ont développé des jeux, puis souvent les jeux vidéo, ce que ça nous dit, c'est à la fin, tu es mort, ou tu as échoué. Donc, on est vraiment sur le résultat, sur les capacités du jeune à réussir la tâche. Ce qu'ils ont développé comme jeu, c'est un jeu qui valorise l'effort. Si ça t'a pris 200 essais avant de réussir la tâche, mais c'est bon, tu es persistant, tu as tenu le coup pendant les 200 essais, donc ça c'est valorisé, puis ça a démontré que ce type de feedback-là était intéressant. Donc, si on fait un résumé,
Les jeux vidéo, c'est bon pour maintenir la motivation. Le feedback, ça sert à ça dans les jeux vidéo, du moins commerciaux. C'est un outil de renforcement pour que le jeune ou la personne continue à jouer le plus longtemps possible. Par contre, ça peut diminuer la motivation, surtout pour des jeunes en situation de handicap, s'ils sont devant des échecs qui sont répétés. Donc, il peut y avoir un effet insidieux ici. Fréquent et immédiat, le feedback est toujours là. On a toujours un retour. Si on tire sur le méchant, on sait s'il est mort ou s'il n'est pas mort. J'ai des exemples violents aujourd'hui, désolé. Positif, c'est davantage une étude qui a démontré que le feedback était plus positif que négatif. On veut que le joueur reste dans le jeu, donc on a tendance à utiliser plus de feedback positif que négatif, ce qui est une bonne chose. Beaucoup axé sur les aptitudes, rarement sur l'effort, très peu de jeux qui valorisent l'effort, surtout pour les jeux commerciaux. Ne dépend pas de l'expertise du joueur, donc on peut avoir... ça, c'est un élément qui est très, très important. Donc, la capacité de calibrer la difficulté du jeu en fonction des capacités de chaque joueur, c'est très, très important. Souvent, c'est multisensoriel, ce qui est une bonne chose. C'est beaucoup axé sur la connaissance du résultat, donc sur le résultat final, mais pas sur comment on fait le mouvement. On l'a vu avec le jeu de ski, ça pourrait peut-être être intéressant parfois de savoir comment le jeune fait le mouvement, mais bon, du moins pour les jeux commerciaux, c'est pas leur but. Donc, je vais terminer là-dessus. On a fait une revue de littérature qui a observé l'utilisation des jeux vidéo, les jeux vidéo commerciaux et les jeux vidéo développés pour la réadaptation pour voir si les principaux principes d'apprentissage moteur étaient respectés ou pas, utilisés ou pas. Ce qui est intéressant, c'est, bon, ça confirme un peu ce que je vous ai dit tantôt, les jeux commerciaux, en jaune, il y a un niveau de motivation qui est beaucoup plus élevé que pour les jeux développés pour la réadaptation. Donc, souvent, les jeux développés pour la réadaptation, un peu ennuyants. Par contre, les jeux développés pour la réadaptation, le gros avantage, c'est souvent, c'est possible de calibrer la difficulté du jeu en fonction des capacités de chaque joueur, de chaque jeune. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Et les jeux commerciaux ne le permettent pas, alors que les jeux développés, les jeux sérieux pour la réadaptation le permettent souvent. Ce qui est problématique, par contre, c'est que tous les jeux, quels qu'ils soient, donnent un feedback à tous les essais. On a vu tantôt qu'un feedback à tous les essais, ce n'est pas nécessairement une bonne idée. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé notre propre jeu, puis le jeu, en fait, il se base sur les principes de l'apprentissage moteur. Donc, on peut calibrer le jeu, on peut choisir des options qui nous permettent de respecter les principes d'apprentissage moteur. Donc, c'est un jeu de réalité virtuelle qui ressemble à ceci. Donc, c'est un jeu qui a été développé avec une compagnie qui existe déjà. C'est un jeu qui était déjà existant. On l'a simplement adapté pour qu'il soit utilisable dans un contexte de réadaptation. Donc, c'est des mouvements globaux qui travaillent à la fois le transfert de poids, les mouvements des membres supérieurs. On doit faire des squats, on doit se pencher, éviter les murs, les blocs qui viennent vers nous. Donc, on est dans la motricité qui est plus globale, on touche à plusieurs sphères du mouvement. Puis à la fin, on a un score. Donc, on a plusieurs options. Au niveau du feedback, on peut enlever le feedback, remettre le feedback. On a beaucoup de flexibilité par rapport à ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas. Le score qu'on obtient. On a la distribution des cibles. Donc, les cibles peuvent être présentées de façon constante, de façon complètement aléatoire par rapport à l'environnement virtuel dans lequel se trouve le joueur. Puis surtout, on a une période de calibration. Donc, on a une sphère. Le jeune montre la position maximale qu'il peut atteindre à droite, à gauche, en bas, en haut, qui est basée sur le fichier, sur cette mesure qu'on obtient, où on peut calibrer la difficulté. Si on a un jeune avec hémiplégie, qui a la difficulté à faire des mouvements plus vers la droite que vers la gauche, ou l'inverse, on peut ajuster le jeu en conséquence. Donc, le jeu est vraiment adapté aux capacités de chaque jeune. On peut manipuler le feedback, on peut manipuler les conditions de pratique. On peut s'assurer qu'il y a beaucoup d'essais de pratique parce que, là, vous voyez, ça défile quand même assez rapidement. Donc, c'est possible de faire plusieurs mouvements à l'intérieur d'une séance. En termes de motivation, je pense que c'est un jeu qui est intéressant parce qu'il a déjà fait ses preuves. Donc, je pense que ça peut être un jeu qui est vraiment intéressant au niveau de la réadaptation et qui tient compte des principes de l'apprentissage moteur. Donc, voilà, je vais m'arrêter ici.
Je ne sais pas s'il y a des questions. Des commentaires, des insultes. Est-ce que j'ai dit des aberrations, des choses qui vous ont choqué? Oui. Vous avez dit dispendu. C'est toujours presque... Dispendieux. Oui, quand j'ai présenté le système qui est très, très, très coûteux. Est-ce que tu sais, Claire, ce que c'est dispendieux? C'est cher. Et pour moi, quand j'ai utilisé, il y a quelques jours, j'ai utilisé le mot dispendieux, puis on m'a dit, quoi? Puis pour moi, j'avais l'impression de me retrouver dans une autre dimension où tout à coup, il y a des mots qui n'existent plus. Pour moi, ça va de soi, ce mot-là, puis ici, non, pas du tout. Donc voilà. J'ai remplacé dispendieux par coûteux, je pense, ou onéreux, je sais plus. Onéreux, ça fonctionne? Oui. Okay. Oui? Moi, j'avais une question sur le feedback. Vous parliez de feedback à la fin du jeu aux coiffeurs, là. C'est le seul feedback auquel ils ont accès, ou alors même les praticiens, les professionnels de santé, ils apportaient un feedback aussi aux jeunes? Ce qu'on veut faire, là, on a un feedback qui est plus sur ce que le participant peut voir. Sa main, les cibles. Pour nous, le rôle du clinicien est essentiel. Donc, on veut s'assurer que le mouvement se fait correctement. On veut éviter les compensations, par exemple. Ce jeu-là pourrait très bien être utilisé à la maison sous supervision des parents, mais pour nous, la connaissance qu'on appelle la connaissance du mouvement, comment le mouvement est effectué, ça, c'est difficile d'aller chercher ces composantes-là dans le jeu. Donc, pour l'instant, le jeu, ce qu'il nous donne, c'est simplement le nombre de cibles qui a été atteint, est-ce qu'on voit la main ou pas, donc est-ce qu'on frappe la cible, est-ce qu'on entend un son pour qu'il nous confirme qu'on a bien frappé la cible. Tout ça est paramétrable. Ce qui nous manque, c'est la qualité du mouvement et là, le rôle. En fait, le jeu ne peut pas remplacer les cliniciens. On veut faciliter le travail des cliniciens. Merci pour la question. En fait, si le jeu vous intéresse, si vous aimeriez l'utiliser, vous pourriez m'envoyer un courriel, puis ça va me faire plaisir. Il est gratuit, donc il peut être utilisé sans problème. Vous avez déjà un casque pour l'utiliser. Donc, c'est une interface web. Vous allez sur le web, puis vous pouvez utiliser le jeu sans souci. Je le diffuserai aux participants. D'accord. Oui. Moi, j'ai une autre question. Est-ce que vous avez un retour des jeunes sur la réalité virtuelle ou les jeux vidéo? Qu'est-ce qu'eux, ils en pensent? En fonction peut-être de l'âge, il y a des différences sur l'utilisation? En fonction de l'âge, je ne sais pas. On a une experte reconnue dans l'utilisation du jeu, je l'ai mentionné rapidement. Et pour elle, c'est l'outil, le meilleur outil qui ne peut pas être utilisé dans un contexte de réadaptation. Elle a utilisé tous les systèmes possibles et imaginables. Elle a utilisé aussi la réalité virtuelle. Donc, moi, j'avais un doute par rapport à la réalité virtuelle. J'ai utilisé beaucoup les jeux vidéo. Les jeux vidéo, les jeunes, c'est sûr, quand ils viennent jouer au jeu avec la Lune, vous vous rappelez de la Lune, ça, ils ne s'amusaient pas. C'était un jeu conçu pour la réadaptation, puis ils ne s'amusaient pas du tout. Mais mes protocoles de Wii et de Kinect, j'ai jamais vu des jeunes s'amuser autant et être heureux de participer à mes études. Ça n'arrivait jamais. Donc, oui, les jeunes adorent jouer aux jeux vidéo, on s'en doute. Mon souci, c'était la réalité virtuelle. Donc, c'est là que ma collègue m'a rassuré en disant que c'est très, très bien accepté en termes d'adhérence, puis en termes de nausées. On pourrait penser peut-être que les jeunes avec l'appareil cérébral, par exemple, pourraient avoir plus de nausées. Et c'est normalement quand même bien toléré, puis c'était une bonne nouvelle. Donc, je pense que le jeu qu'on a développé, ça ne peut pas être utilisé pendant 1 heure de temps par jour, mais de façon ponctuelle, je pense que ça peut être intéressant. Puis c'est surtout en fait une preuve de concept pour valider l'utilisation des paramètres de l'apprentissage moteur dans un contexte de réadaptation. Vous avez parlé au début du fait que vous étiez intéressé par la danse et par la réalité virtuelle et que vous les reliez un peu par la notion de plaisir. Et là, comme vous parliez de plaire aux enfants dans les jeux, est-ce que vous avez essayé d'allier les deux ou pas du tout? C'est tout à fait notre but. C'est un peu un jeu de danse. Parce que dans les paramètres, j'ai passé rapidement, mais on peut inclure le rythme,
ou enlever le rythme. Donc, on peut avoir un rythme qu'on doit suivre, puis là, ça facilite la réalisation du mouvement. Et on a cette option-là. Et juste pour le mesurer, on va pouvoir le mesurer. Mais éventuellement, oui. En fait, ce que j'aimerais faire, c'est qu'on puisse se déplacer dans l'espace. Le point que j'ai pas eu le temps de discuter, c'est qu'est-ce que ça amène l'immersion. Puis l'immersion, je pense que ça peut être intéressant par rapport à un jeu 2D, c'est se déplacer dans l'espace. À partir du moment qu'on fait des pas vers l'avant, vers l'arrière, sur le côté, à droite, en suivant un rythme, là, on se rapproche un petit peu de la danse. Puis oui, c'est bien vu. Ça serait mon objectif de joindre ou d'allier ces deux thématiques-là que je trouve très, très pertinentes, chacun de leur côté, mais si on les met ensemble, on peut avoir un jeu qui devient vraiment intéressant. Donc, se déplacer dans l'espace, c'est ce que permet la réalité virtuelle, puis c'est la prochaine étape, effectivement. Ouais? Merci beaucoup pour la présentation. C'est très, très intéressant. Et je me demandais si les recommandations un peu que tu émets dans la première partie par rapport à la littérature, est-ce que ça s'est intéressé aussi à des enfants qui ont des atteintes un peu plus sévères, par exemple des enfants qui ont des paralysies cérébrales avec des niveaux un peu plus élevés d'atteinte, et si les recommandations diffèrent ou si tu as des infos par rapport à ça? C'est une très bonne question. Puis en fait, je l'ai mentionné rapidement, mais malheureusement, c'est ce qu'on essaie de faire ensemble, d'ailleurs, c'est d'avoir des projets qui s'intéressent davantage aux jeunes avec un handicap plus sévère, des jeunes polyhandicapés. Il y a très, très peu de travaux qui ont été faits, puis encore moins avec les jeux vidéo. Donc, je dirais qu'il n'y a pas d'informations à ce sujet-là. Moi, mon plaidoyer, ce serait le plus possible, quand on développe des jeux vidéo, de penser à ces jeunes. À tout le moins, s'assurer que le jeu peut être joué en position assise. Pour moi, c'est un strict minimum. Donc, le jeu que je vous présente, il y a cette option de jouer assis ou de jouer debout. Mais il n'y a rien, il n'y a à peu près rien qui a été fait, développé pour les gens avec des handicaps un peu plus sévères. Donc, ce qu'on a comme jeu, c'est des jeux passifs. Des jeux passifs, mais il y a certaines études qui s'intéressent au rôle des jeux pour l'attention, le développement de l'attention. Donc, là, c'est un autre sphère, mais pour ce qui est de la motricité, pour ce qui est de la condition physique, ça prend des jeux actifs. Puis il faut penser à ces jeunes qui ont des handicaps un peu plus sévères. Donc, merci pour la question. Pour moi, c'est comme un plaidoyer pour une meilleure inclusion des jeunes en situation de handicap, avec des handicaps un peu plus sévères. Puis même pour nous, comme chercheurs, ça peut être un peu plus simple de faire des projets avec des jeunes qui ont un handicap plus léger, parce qu'ils ont plus de mobilité. Mais on essaie de plus en plus de faire des projets avec des jeunes avec un handicap un peu plus sévère, des non-marcheurs, parce que les besoins sont là. Puis si on regarde la littérature, il y a pratiquement rien pour ce qui est des jeux vidéo. Oui? En termes de vision, est-ce qu'il y a des limites pour avoir une certaine acuité visuelle? Vous avez à ce niveau-là? Pour le casque, c'est possible de porter des lunettes. Donc, vous pouvez l'utiliser, pas l'utiliser si vous êtes inquiet. Donc, on peut ajuster le focus. Il y a des paramètres qui font en sorte que c'est très confortable. Il n'y a vraiment pas de souci. Mais si la vision est faible, pas malvoyant, mais il faut avoir une vision suffisante peut-être. Et le strabisme? Le strabisme, c'est une bonne question. Je ne sais pas s'il y a des études par rapport à ce niveau-là. Donc, je ne sais pas. Là, c'est un cas qui est très, très particulier. Est-ce que ça prend un certain... Moi, j'aurais peut-être peur qu'il y ait peut-être davantage de nausées. Parce que s'il y a une vision un peu moins claire de ce qui se passe, tout ça, les nausées en fait, puis les malaises, ça vient vraiment d'un problème d'intégration sensorielle. Donc, s'il y a un sens qui est affecté plus que les autres, il y a des sens qui travaillent plus, qui prennent le relais, puis là, ça peut faire en sorte qu'il y a un débalancement qui peut causer davantage de nausées. Ça reste une hypothèse de ma part. Normalement, je ne me souviens pas d'avoir eu des jeunes qui ont utilisé le système avec des problèmes visuels sévères. Mais si vous avez... je n'ai pas de réponse claire et précise. Mais j'aurais quand même un souci par rapport à la possibilité de poser. Oui?
Au début, vous avez un peu abordé certaines limites avec. Vous disiez que du coup, comme c'était pas des usages prolongés, il n'y avait pas trop de soucis sur le développement visuel ou quoi. Mais je sais que les écrans en général peuvent faire assez polémique, surtout chez des enfants. Est-ce que ça ne peut pas poser un problème au niveau de neurologie? Oui, mais en fait, c'est le seul souci qui a été soulevé. Ça n'a pas été démontré de façon claire et précise. Mais il y a certains auteurs qui ont soulevé la question de savoir si au niveau du développement visuel en bas âge, parce que le développement visuel se poursuit pour les enfants en bas âge, s'il n'y aurait pas un souci. Il n'y a rien qui a été démontré à cet effet-là, c'est tout ce qui est démontré. Par souci de précaution, moi je dirais que si on ne l'utilise pas très longtemps, il n'y a pas de problème. Mais des périodes prolongées d'une heure ou deux, par exemple, c'est le genre de situation que j'éviterais. Mais ça a été soulevé. Ça a été soulevé comme un potentiel problème sans avoir été démontré de façon formelle. C'est un bon point. Donc, le projet qu'on développe présentement, juste pour votre information, on essaie d'améliorer la marche avec le jeu vidéo. Donc, c'est pas simple. Comme marcher sur place, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez me donner votre opinion. Marcher sur place, bon, c'est pas de la vraie marche. Si on se déplace dans l'espace, mais on doit rester devant un écran, se déplacer avec un casque, c'est assez problématique. Donc, on essaie de voir les différents paramètres qui influencent la marche, puis de voir si on améliore la force musculaire, par exemple, la flexibilité au niveau de la cheville, si on fait faire des squats, si on travaille le cardio, est-ce qu'on peut avoir au final une amélioration de la marche. Pardon. Et ça, c'est un projet avec la compagnie Eidos, donc qui est une grande compagnie de jeux vidéo. Il y a quand même une ouverture, j'étais un peu surpris, mais on avait contacté Ubisoft il y a un certain moment avec qui on collaborait, puis là maintenant c'est Eidos. Puis ils ont cette ouverture-là de développer des jeux pour les jeunes en situation de handicap, donc si on les contacte, moi les expériences que j'ai eues avec les grandes compagnies de jeux vidéo, c'est qu'ils ont quand même une ouverture. Donc, on va essayer de voir si on peut utiliser le jeu vidéo pour améliorer la marche. C'est notre prochain grand projet sur lequel on travaille présentement. Et on va avoir un fini qui va être spectaculaire. J'ai vu les premières images, puis on est dans un fini de jeu grand public, commercial. Donc, je reviendrai dans 2-3 ans pour présenter notre jeu pour améliorer la marche, en espérant que ça puisse vraiment améliorer la marche. Mais c'est le questionnement qu'on a. Comment améliorer la marche en restant dans un espace restreint? Parce qu'évidemment, la meilleure façon d'améliorer la marche, c'est de marcher, c'est de se déplacer dans l'espace, ce qui n'est pas possible avec le jeu vidéo. Donc voilà, on est dans cette réflexion-là présentement. Mon titre avait... Le titre de ma présentation avait le mot perspective, donc je voulais vous apporter au moins une perspective. La voici, c'est fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour vos questions.